Le massif des Vosges est une terre papetière par excellence, et cela depuis plus de 5 siècles. Aujourd'hui, malgré la crise et les évolutions de la demande, la filière du papier reste un des acteurs industriels principaux du massif, grâce à une mutation à la fois technologique et commerciale, mais aussi à un positionnement géographique spécifique. L'industrie papetière de l'Est de la France se situe ainsi au premier rang des régions papetières, avec 22 sites, 37 machines à papier, 4500 personnes et une production de 2,2 millions de tonnes, ce qui représente plus du quart de la production nationale. Et pour mieux comprendre cet univers, nous allons effectuer une plongée dans l'histoire du papier qui commence dans les Vosges à la fin du XVe siècle. Nous serons dans un premier temps chez Munjoarch, près de Saint-Dié, une papeterie dont les origines remontent à 1492. C'est dans cette usine que l'on fabrique le fameux papier Velin, exporté dans le monde entier et connu de tous les amateurs d'art. Sur chaque coin de la feuille, il y a le filigrane arche. Nous irons ensuite à Golbey, en périphérie d'Épinal, chez Norskod, une papeterie ultramoderne. De là, nous rejoindrons Étival, où se trouve Clairefontaine, que tous les écoliers connaissent bien grâce à leurs cahiers si typiques. Puis nous rendrons visite au maire de Dossel, petit village où se préfigure une cité du papier sur les ruines d'une des plus vieilles papeteries de France. Oui, ça va pour l'étalonnage? Vous avez fait le zéro? Oui, ça a été, j'ai mis les touches en contact et j'ai mis les zéros avec la monnaie. Il m'a pas entendu. Enfin, nous ferons un détour par Gérardmer, où se trouve le centre de formation d'apprentis papetiers, l'une des 3 écoles françaises et la seule dans tout l'Est de la France. Mes motivations pour venir ici, ça a été tout d'abord l'apprentissage. La papeterie d'Arche est née en 1492 et a fait les beaux jours de nombreux artistes comme Picasso, Dali ou Miro. Bonjour Caroline. Aujourd'hui, le velin d'Arche est toujours fabriqué selon un modèle traditionnel. C'est un papier 100% coton et il doit répondre à des critères de qualité très importants, et notamment de pureté. Aucun défaut de fabrication n'est toléré. Oui. La production, ça avance. Oui, ça avance bien. La commande doit partir donc aux États-Unis mercredi. Ça ira dans les délais, on sera dans les délais. On sera prêt. Actuellement, je suis sur un papier velin d'Arche blanc, 119 grammes, avec un bord qui facilite la coupe du papier. Ça s'appelle un fil d'eau. Et vous pouvez constater que sur la feuille, sur chaque coin de la feuille, il y a le filigrane arche spécifique à ce papier-là. Celui-là, c'est un des plus fins. Il existe aussi 185 grammes, 200 grammes, 210 grammes, 300, 356, 640, 835 grammes. C'est un papier donc, qui est fabriqué essentiellement à base de coton, ce qui lui donne justement ce caractère particulier, original. Donc des qualités, un bouffant, une texture particulière, avec un toucher inimitable et une résistance également. Qualités qui sont très importantes dans le domaine de l'impression et de l'édition d'art. On a un papier qui est très stable, qui a une grande stabilité dimensionnelle et qui permet justement son utilisation dans des conditions assez extrêmes. Bonjour, comment allez-vous ? Dans un atelier voisin, un autre papier d'art est conditionné, le papier aquarelle. Lui aussi est 100% coton. Il nécessite des techniques de fabrication pointues car il doit répondre à des contraintes artistiques variées. Les papiers aquarelles sont ainsi testés dans un laboratoire afin d'analyser toute une série de paramètres tels que l'absorption ou le grattage. Dans ce papier-là, outre les tests papetiers standards qu'on fait habituellement, on doit aussi s'assurer que le papier il correspond aux attentes du client et notamment son aptitude à être utilisé avec de la peinture aquarelle et à sa capacité à prendre l'eau et à réagir avec les pigments. Donc je vais faire des couches successives avec mon pinceau
pour voir comment réagit le papier sur ces diverses couches. Donc là, je vais passer jusqu'à 5 fois. Et je vais pouvoir juger de la capacité du papier à avoir pris le pigment et aussi la luminosité du pigment utilisé. On va aussi tester le collage du papier. Là, cette fois plus le collage à cœur, puisque c'est un papier aquarelle qui est gélatiné à cœur. Et donc, on va faire des traits avec une encre spécifique et une plume. Et donc, après séchage, on va gratter le papier avec un grattoir pour effacer ce trait. Donc, pour aussi être aussi en phase avec le client qui pourrait être amené à corriger son œuvre. S'il a utilisé des encres, il ne peut pas utiliser une gomme comme on le ferait sur un dessin. Donc, on utilise un grattoir et il faut que le papier soit aussi bien collé à cœur qu'en surface, pour qu'on ait exactement le même résultat. Ce qui permet à l'artiste de faire des reprises ou des retouches sans pour autant altérer l'œuvre. Dès les origines, Arches se tourne vers une production haut de gamme. On y fabrique des filigranes qui sont présents dans les ouvrages les plus célèbres, comme la chronique de Gutenberg de Dürer. En 1775, Beaumarchais en est le propriétaire. Le papier d'Arches devient le support d'impression des œuvres de Voltaire. Puis, quelques années plus tard, Napoléon, à son retour d'Égypte, y fait produire des papiers grand format. 2 millions de feuilles de papier seront produites par la fabrique d'Arches. La société, qui est connue pour ses papiers d'art, s'est également spécialisée dans des produits de niche, tels que le papier abrasif ou le papier décor. Le papier décor, vous le retrouvez au niveau des plans de travail, sur les produits parquets stratifiés. L'abrasif, vous le retrouvez, dans le milieu de l'ombre. Un papier de l'ombre, c'est un papier qui est amené à être transformé en abrasif pour amener une valeur ajoutée aux pièces qui seront foncées. Les beaux-arts, on le retrouve bien entendu à travers les œuvres des artistes qui sont là pour durer. Donc globalement, vous avez ici 3 produits qui sont amenés ou à durer ou à être détruits très rapidement, avec des produits qu'on voit, mais qu'on ne fait que, je dirais, qui ne font que rendre compte de ce qu'est finalement le papier aujourd'hui dans notre industrie. Aujourd'hui, Arches, qui appartient au groupe Munjo, emploie 440 personnes sur ce site et exporte dans plus de 50 pays, avec 60% du chiffre d'affaires effectué en Europe. Mais il est temps de rejoindre Norskod, le plus gros site de production de papier journal d'Europe de l'Ouest. Cette usine ultramoderne, implantée sur 70 hectares, est une ville dans la ville, où plus de 350 salariés œuvrent chaque jour pour sortir un papier journal de qualité. C'est au pied de l'immense machine à papier, plus de 100 mètres de long sur 10 à 12 mètres de haut, que nous retrouvons Fabrice Deladienné. Salut les gars, ça va? Salut Fabrice. Ça va te dire pour une reprise? Non. Non, tout va bien? Ouais. Mieux que la semaine dernière? Ouais. Hein? C'était dur, j'ai vu. Hein? On s'en sort bien. Ouais, bah bon. C'est une période à passer, mais ça va aller mieux bientôt, je pense. Ouais, t'en fais encore combien? 3, donc ouais, la blancheur on est bon. Les charges c'est bien, on laisse comme ça. Machine monstrueuse est une machine qui a maintenant 17 ans, qui roule à peu près à 1800 mètres minute, hein, soit à peu près 110 km/h. Donc on transporte sur 110 mètres de long une feuille de papier de 70 microns qu'on vient enrouler sur un rouleau. Donc toutes les heures, 1h30 à peu près, on change de bobine. Pour fabriquer du papier, il faut 2 éléments, des fibres et de l'eau, beaucoup d'eau, près de 99%.
Le procédé est un procédé humide, donc on a beaucoup d'humidité en tête de machine, hein, comme on a dit, à 99% d'eau et 1% de pâte. Donc on doit retirer cette eau. Donc on a des systèmes qui vont mettre sous vide pour retirer l'eau ou des systèmes mécaniques. Mais toute cette ambiance est d'abord assez humide. Après, quand on va passer dans la partie sécherie, on va être encore humide, mais avec une chaleur plus importante, puisque le but du procédé est de sécher le papier. Pour 1 tonne de papier, il faut environ 70 mètres cubes d'eau, dont 85% est recyclé. Le reste étant soit évaporé, soit rendu à la rivière après traitement et contrôle. Quand le papier est séché en bout de machine, il s'enroule autour d'une bobine appelée ici bobine mère. Cette dernière peut peser plus de 60 tonnes pour 140 km de papier. Et quand la machine stoppe afin de permettre un changement de bobine, le spectacle est impressionnant. C'est une explosion de papier. Sur chaque bobine mère, on prélève un échantillon de papier qui est envoyé au laboratoire. Le but, s'assurer que le produit répond bien au cahier des charges. Grammage, opacité, blancheur, rugosité, perméabilité, résistance à la déchirure et à la traction, tout est mesuré car chaque papier a son ADN. Chez Norskott, 70% de la pâte à papier provient de papier recyclé et 30% de bois. 500 000 tonnes de papier sont ainsi récupérées chaque année, dont 85% est issu d'une collecte sélective. Pour le bois, il provient essentiellement de Lorraine et plus particulièrement des Vosges. C'est dans l'une des scieries vosgiennes que nous nous rendons maintenant. Située à côté de Gérardmer, la scierie Mathieu travaille depuis des années pour Norskott. Benjamin Mathieu, le directeur, nous explique quel type de bois est recherché par les papetiers. Alors voilà ce qu'on appelle de la plaquette papetière. Donc il faut savoir que quand on scie un arbre, 70% est destiné à la construction au bois et les 30% restants, ce sont la sciure, les plaquettes et les écorces. Alors la sciure est utilisée généralement pour la fabrique des panneaux. Les écorces vont en chaufferie et la plaquette papetière est destinée en matière première, donc pour la réalisation du papier. Voilà, il faut savoir que pour faire du papier, il faut des fibres les plus longues possibles. Et des fibres longues, c'est donc un produit frais, donc un produit de scierie. L'immensité de la forêt vosgienne et l'omniprésence de l'eau ont permis d'établir, fin du XIIe, début du XIIIe siècle, une proto-industrie grâce à l'énergie hydraulique. Bien plus tard, ces premiers moulins à eau vont être le déclencheur d'une autre industrie, celle du papier. C'est dans la scierie Mathieu que nous retrouvons l'historien Damien Parmentier. Il nous raconte la suite de cette saga économique. À partir du milieu du XIVe siècle, on voit dans les archives anciennes la présence du papier arriver et au milieu du XVe siècle, les premières industries papières qui s'implantent à partir des moulins qui sont des moulins bien sûr à mélanger la fibre végétale, mais à l'époque c'est le chanvre et le lin d'abord, et puis bien sûr pour une petite partie au départ le bois dans des fibres relativement tendres. Mais l'explosion de l'industrie papetière a lieu à la fin du XVe siècle grâce à la naissance de la typographie que l'on doit à Gutenberg. Cette révolution va doper l'utilisation du papier et donc de sa fabrication.
À partir du XVIIIe siècle, on a vraiment une industrie qui devient progressivement capitalistique, puisque faire tourner un moulin, produire du papier, ça nécessite des capitaux, et on va retrouver ça tout au long du XIXe siècle, avec des grandes familles qui vont s'installer, que ce soit bien sûr les papeteries de Clairefontaine, auxquelles on pense spontanément, puisque la génération est arrivée jusqu'à aujourd'hui, mais aussi d'autres sites comme à Docelles, comme à Arches, qui sont aujourd'hui, en tout cas pour Arches, un patrimoine aujourd'hui intégré dans des grands groupes industriels mondiaux. Mais il est impossible de parler de papier dans les Vosges sans évoquer Clairefontaine. Une entreprise qui a forgé ses lettres de noblesse en produisant des cahiers que les écoliers d'aujourd'hui utilisent encore. Clairefontaine est non seulement un monument de papier, mais aussi un monument d'histoire. Dès le XIVe siècle, il y a eu un certain nombre de moulins à papier dans les vallées vosgiennes. Avec l'essor de l'imprimerie, il était très important de fabriquer du papier. Et donc, il y avait un moulin à papier à partir du XVe siècle, ici même à 2 km des papeteries de Clairefontaine, qui s'appelait donc la papeterie ou le moulin à papier d'Étival. Le petit moulin s'est agrandi au fil des siècles pour devenir au XIXe une papeterie industrielle. Et c'est au milieu de ce siècle mouvementé que l'entreprise gagne ses lettres de noblesse grâce à Jean-Baptiste Bichelberger. L'usine monte en puissance et bénéficie de la voie de chemin de fer qui passe juste devant. On construit même une voie de raccordement entre la gare d'Étival et le centre de l'usine. Les coûts de transport sont diminués et les matières premières sont acheminées plus vite. C'est une affaire familiale, même si elle est cotée en bourse, qui a été fondée donc par le grand-père de ma grand-mère qui s'appelait Jean-Baptiste Bichelberg, donc qui était lui vraiment un novateur. Et son fils a bien vu aussi qu'il fallait l'essor vers d'autres productions, et notamment l'essor de production de cahiers et d'enveloppes dès la fin du XIXe. À cette époque, la vie de l'ouvrier est rythmée par son travail dans l'entreprise. Les revenus des salariés sont faibles. Beaucoup cultivent encore un lopin de terre ou élèvent des animaux afin d'améliorer l'ordinaire. Le niveau de vie est bas et le contraste avec les patrons est spectaculaire. C'est la naissance du paternalisme qui a sévi dans toutes les grandes entreprises, qu'elles soient papetières, textiles ou sidérurgiques. Le corollaire à cette organisation est évidemment la mise en scène de la vie du patron. À Clairefontaine, on construit au plus près de l'usine une grande demeure, une sorte de petit château pour la famille dirigeante. Il fallait marquer une distinction sociale par l'appropriation de signes aristocratiques. La vie à Étival était rythmée par la sirène, la papette, qui annonçait l'entrée et la sortie des ouvriers. Toutes les classes d'âge étaient représentées. Souvent, les enfants entraient à la papeterie à 12-13 ans et en ressortaient parfois 60 ans plus tard. C'était pour ces enfants du pays le centre de leur vie. Au début des années 1910, les effectifs à Clairefontaine dépassaient les 1100 personnes. C'était la période glorieuse. Depuis, le monde a bougé. La mondialisation a imposé ses contraintes. Aujourd'hui, les machines sont ultra-modernes et automatisées. Le nombre de salariés a fondu. La pâte à papier n'est plus faite maison, mais achetée sur le marché mondial. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites comme papier ce matin? Aujourd'hui, on fait du papier pour ramette. D'accord. C'est du papier repro. En quel grammage? On est en 80 grammes par mètre carré, environ 940 mètres minutes. Ah bah c'est bien. Très bien. Bah continuez bien. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'on fait tout ici. C'est-à-dire qu'on est fabricant de papier et transformateur. En Europe de l'Ouest, vous ne trouverez personne comme ça. On est les seuls à fabriquer pour transformer. Ça, c'est très important. Donc le papier qui sort de nos machines à papier est forcément utilisé sur nos machines et va donner des articles à la marque Clairefontaine.
On produit ici à peu près 160 000 tonnes de papier dans une année. 70% de ce papier va être transformé ici en ramettes. C'est vraiment très important, le département des ramettes. À peu près 15% va être transformé en articles scolaires, 5% en enveloppe ici, et il reste 10% du papier qui va partir en bobine chez les imprimeurs, par exemple, ou dans nos filiales. Ce monde de bruit, de fureur et de nouvelles technologies séduit encore les jeunes. Surtout ceux issus des vallées vosgiennes, où le déclin du textile a relancé paradoxalement l'attractivité pour le papier. J'étais étudiant en économique et sociale, donc j'étais en terminale et on faisait des sorties sur des forums des métiers. Et je suis tombé sur M. Gérard, le directeur du CFA Papetier, donc, qui a bien fait son travail puisqu'il a réussi à m'intéresser au sujet. Donc, voilà. Puis comme j'habite ici pas loin, donc Clairefontaine c'était un peu une évidence. Donc c'est sûr que je suis content d'avoir un emploi à mon âge, un emploi stable. Puis qui me plaît. Puis c'est un métier ça bouge tout le temps, c'est jamais pareil. Quand on arrive le matin, on ne sait pas ce qu'on va faire en fait. C'est différents types de papier, il y a toujours du mouvement, quoi. C'est assez vivant comme matériau. Cette concentration de papeterie dans les Vosges a rendu nécessaire la création d'un centre de formation d'apprentis papetiers implanté à Gérardmer. Il est l'unique centre de tout l'Est de la France. Ça va pour la déchirure? Ouais, j'ai fait mes échantillons. Et puis, je pense que je dois avoir des bonnes valeurs. Pensez bien multiplier par 10 pour avoir en millinewton. Oui, pour avoir en millinewton, oui. Il prépare aux métiers liés au pilotage et à la maintenance des procédés de fabrication des pâtes, des papiers et des cartons. Ce sont les futurs techniciens supérieurs de l'industrie papetière, mais pas que du Grand Est, puisque les entreprises en dehors de cette région, de Lille aujourd'hui à Perpignan, viennent recruter leurs futurs opérateurs, techniciens supérieurs, ici à Gérardmer, au CFA Papetier. Tout ce qu'on voit au CFA, on a l'occasion de l'appliquer derrière à l'entreprise. Et d'autre part, la formation en apprentissage est très intéressante car elle nous permet de nous constituer une expérience professionnelle qu'on peut mettre en valeur en sortant avec notre diplôme. La préoccupation actuelle, c'est aujourd'hui de trouver un nombre suffisant de candidats pour répondre aux offres en alternance que propose l'industrie papetière française. Et aujourd'hui, on manque cruellement de candidatures, ce qui est un paradoxe à une époque où il y a quand même quelques jeunes sans emploi et sans formation qui débouchent sur du concret. Mais malheureusement, toutes les papeteries n'ont pas le vent en poupe. À Docelles, terre papetière par excellence, l'usine Lana a fermé ses portes en 2003. Regarde ça avec le trou, là, ça va être quelque chose de formidable, ça, parce qu'on va pouvoir, si tu veux, faire un puits par rapport à la mémoire du papier. Hein. Comme on a 2 étages au-dessus, ça va être quelque chose de formidable. Bon, j'espère qu'on pourra conserver un peu les fresques qui ont été faites là, par les tailleurs. Situé en plein cœur du village, le site sera reconverti en une cité du papier, où se conjugueront mémoire, culture, activités économiques et associatives. Le papier a fait la fortune de Docelles pendant des siècles. On a dit, quand on voit ça, on ne peut pas laisser partir les choses de cette façon. Il faut qu'on imagine une suite au papier. L'objectif, c'est de faire de Docelles un centre mémoriel du papier, parce que vous verrez que nous avons encore plein de choses dans la commune qui rappellent sans arrêt le papier. Si vous voulez, il faut que Docelles devienne véritablement le centre mémoriel de référence du papier. La fresque de Géo Condé, conservée dans les bureaux de l'entreprise, raconte la fabrication du papier. Elle fait ainsi écho aux vitraux de l'église du village qui retracent, eux, toute l'histoire du papier. Le vitrail, qu'on est les seuls en France, c'est unique ça. Hein? Ah ça c'est unique, ça, oui. Même en Europe je pense. Oui. Le personnage principal qu'on voit juste quand on arrive comme ça, c'est véritablement Saint-Antoine Ermite. Hein, oui. Qui est le saint patron des papetiers vosgiens, hein, parce que tu as d'autres noms comme ça. Ah oui, vosgiens. Vosgiens. Et quand on regarde pourquoi ces saints ont été choisis, ce sont des saints qui viennent tous des ordres hospitaliers, et en plus, ils ont comme particularité de soigner les rhumatismes, les maladies de peau, etc. Donc tu vois, ça colle très bien avec les maladies qu'on pouvait avoir dans les moulins à papier. Et jusqu'il y a une trentaine d'années, il y avait des grandes cérémonies tous les ans. On promenait le saint d'une papeterie à l'autre. Hein. Oui.
On y voit aussi de multiples scénettes illustrant la fabrication du papier à travers les âges, depuis les Chinois, inventeurs du procédé, jusqu'à la machine moderne. Le tout est agrémenté par de nombreux filigranes. Même si le papier file un mauvais coton, il reste encore aujourd'hui un support incontournable de notre vie. Après avoir disparu de nos sphères habituelles, il est réapparu de façon inattendue dans les couches culottes, le matériel de bricolage, le conditionnement alimentaire. Les Vosges peuvent rester encore pour longtemps une terre papetière. Après-guerre, la technologie s'envole. C'est un grand effort de rénovation de l'aviation française. À l'époque, on imaginait les voitures